bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir très nombreux, d'après ce que nous avons identifié à ce webinaire. Ce webinaire, c'est le deuxième d'une série de 4 consacrés aux 1000 premiers jours. Il fait suite à un premier webinaire d'introduction qui s'appelait Informer, accompagner, agir. Alors, à destination ayant pour cible cet enfant particulier qui est celui de la petite enfance, c'est-à-dire de la conception jusqu'à 2 ans, et puis ce qu'on sait des facteurs qui impactent ces questions de développement des petits-enfants, du très jeune enfant. Aujourd'hui, ce webinaire sera consacré donc aux questions de développement affectif et social, et nous aurons l'occasion de nous entretenir et de profiter de l'expertise, et je en remercie, et de la grande connaissance de ces sujets-là du docteur Martin Blachet. Docteur Martin Blachet est directrice scientifique de l'École de la protection de l'enfance à Paris. Elle est auteure et rapporteure d'une démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant qui a été réalisée en 2017. Et puis pour finir, ou pour continuer plus exactement, je ne sais pas si je finis en l'occurrence, elle est membre de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Merci beaucoup, madame, pour le plaisir et l'honneur que vous nous faites d'intervenir dans notre webinaire, dans nos webinaires de la chaire UNESCO Éducation et Santé. Je tiens aussi, avant de vous passer la parole, à remercier Catherine, qui est à Montréal et qui gère la partie technique de ce webinaire. Merci beaucoup, Catherine. Je vous propose donc, dans un premier temps, pour introduire le sujet qui est le nôtre, de poser une première question. Nous aurons 2 questions qui sont structurantes du webinaire d'aujourd'hui. La première question que j'adresse en votre nom et au mien au docteur Martin Blachet est la suivante. Madame, quelles ont été l'origine, les enjeux et les répercussions de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, et en quoi celle-ci constitue-t-elle un changement de paradigme pour ces questions-là, en particulier dans notre contexte culturel qui est celui de la France? Merci beaucoup, madame. Je vous passe la parole et puis je sais qu'il y a un support qui va arriver également. Merci beaucoup. Alors merci. D'abord, je salue évidemment toutes celles et tous ceux qui sont devant leur écran. Je voudrais remercier bien sûr la chaire de l'UNESCO Éducation et Santé de cette proposition d'intervention, et plus particulièrement, je vous remercie, professeur Curie, de m'avoir convié et invité à ce webinaire effectivement que nous allons essayer de décliner ensemble autour des besoins fondamentaux de l'enfant, puisque pendant cette période particulière des 1000 premiers jours, la question de la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant est effectivement un élément extrêmement utile pour permettre à cet enfant de devenir une personne, de devenir un sujet à part entière, un sujet singulier. Donc, effectivement, cette question des besoins fondamentaux de l'enfant, elle s'inscrit, on va le voir ensemble, parce qu'on va faire un petit tour quand même historique et contextuel du découlement dans lequel nous avons été conduits à conduire cette démarche de consensus. C'est donc à la fois une démarche dont je vais vous parler, et puis un concept que je vais vous présenter, et on peut considérer aujourd'hui que tout cela constitue une véritable doctrine des besoins fondamentaux universels, mais que nous allons peut-être aussi regarder du côté de la protection de l'enfance. Diapo suivante. Alors, ce petit contexte historique et contextuel que nous allons aborder, d'abord, des références supranationales qui s'imposent à nous, qui sont effectivement les valeurs et principes de la Convention internationale des droits de l'enfance. Vous savez que la Convention internationale des droits de l'enfance est 1989, la France a signé en 1990, et dès lors qu'elle est État partie signataire à cette convention, eh bien, les principes de la convention s'imposent à nous. Et rappelez que, alors je n'ai pris que quelques exemples, 7 exemples de la convention. Évidemment, je n'ai pas repris la quarantaine d'articles qui constituent la convention internationale, mais c'est parce que dans cette convention internationale, il y a des termes que nous allons retrouver dans les préoccupations que nous allons avoir dans la déclinaison de ce travail d'aujourd'hui. Le premier article essentiel, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Effectivement, c'est un principe matriciel de la Convention internationale, c'est-à-dire que toute décision
par qui que ce soit que cette décision soit prise, que ce soit du ressort des parents ou que ce soit du ressort des institutions, et quelle que soit la nature de ces institutions, eh bien, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale. Alors, la France a traduit le terme de best interest par intérêt supérieur, mais on est bien sur l'idée du meilleur intérêt pour l'enfant. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'une décision sera à prendre, on devra se la poser à l'aune de cette interpellation. Est-ce que finalement, il est du meilleur intérêt de l'enfant de prendre telle ou telle décision? L'article 6, et nous verrons que ce droit reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant viendra croiser notre préoccupation sur la cartographie des besoins fondamentaux universels de l'enfant, c'est le droit à la survie et au développement, donc que les États parties, mais aussi les responsables légaux de l'enfant ont vocation à se préoccuper du développement de l'enfant dès lors qu'ils sont en responsabilité d'autorité parentale. Le droit à la filiation, c'est-à-dire qu'effectivement, et nous verrons dans la cartographie des besoins la question de l'importance du besoin d'identité, c'est-à-dire le fait de pouvoir disposer d'un patronyme, de pouvoir disposer d'une nationalité et de pouvoir s'inscrire dans une filiation. S'inscrire dans une filiation, ça veut dire faire partie d'une généalogie d'appartenance, et c'est cette inscription dans cette généalogie d'appartenance qui va permettre au sujet de pouvoir articuler passé, présent et projection dans l'avenir. Le droit à la vie familiale, la Convention internationale est très claire là-dessus. La vocation première d'un enfant, c'est de vivre dans son milieu familial d'origine, sauf si des circonstances justifient qu'éventuellement son intérêt justifie qu'il vive ailleurs que dans son milieu familial. Et là aussi, nous avons une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été amenée à diverses reprises à statuer, par exemple, dans des situations où des enfants ont été amenés à être séparés de leur milieu familial par la puissance publique au regard des contextes dans lesquels se trouvait cet enfant. Et la Cour européenne des droits de l'homme, il faut le savoir, lorsqu'elle statue sur la légitimité et la légalité de la séparation de l'enfant de son milieu familial, elle va aller regarder deux critères qui seront d'un côté l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'autre côté la proportionnalité du fait que la situation ait justifié la mise à distance de l'enfant de son milieu familial. Le droit à l'éducation, le droit au développement qui vient en redondance de l'article 6 dans l'article 18, et enfin la notion de bien-être, le droit au bien-être. Enfin, le droit à la protection, protection contre toute forme de violence. Et ce qui est intéressant à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est qu'effectivement, elle pose vraiment le principe que le droit à la protection est à la fois un droit qui s'impose au regard des responsables légaux de l'enfant, et on le retrouvera, on l'évoquera tout à l'heure dans l'article 371 du Code civil, c'est-à-dire que disposer de l'autorité parentale, c'est disposer de droits, mais pour assurer des obligations, dont la protection contre toute forme de violence auquel le mineur pourrait être soumis, mais que ce droit à la protection, s'il relève des responsables légaux, il relève aussi de la puissance publique, puisque dans cet article 19, il est bien précisé que les États parties signataires à la Convention internationale des droits de l'enfant s'autorisent à assurer et à garantir la protection du mineur contre toute forme de violence, y compris lorsqu'il est sous la garde de ses parents. Ce qui veut dire que cet article 19 pose la légitimité de l'intervention de la puissance publique dans l'espace privé des familles quant à s'interroger sur le fait de savoir si l'exercice de la parentalité par les responsables légaux se fait bien au nom de l'intérêt de l'enfant et garantit sa protection contre toute forme de violence. Et enfin, l'article 20, c'est celui qui donne la possibilité à la puissance publique de mettre en place une suppléance parentale, c'est la fonction de subsidiarité de la puissance publique à l'égard des détenteurs de l'autorité parentale, c'est-à-dire lorsque l'enfant ne peut pas être maintenu dans son milieu familial de façon provisoire ou de façon définitive, eh bien, il appartient à la puissance publique de mettre en place des mesures de suppléance parentale pour offrir à cet enfant un cadre de vie qui lui permette de se développer et d'assurer son bien-être dans les conditions qui sont attendues de ce qui aurait dû être normalement son représentant légal.
Donc, vous voyez que au-delà du droit interne, eh bien, la France est soumise aux obligations de la Convention internationale, puisqu'elle a signé cette Convention internationale des droits de l'enfant euh, en, en 1990. Nous sommes aujourd'hui effectivement en 2022 et nous savons que déjà, eh bien, l'ensemble de l'application des droits qui figurent au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant, à peine quand même à se mettre en place dans notre pays, même si nous allons voir que certains principes de la Convention sont aujourd'hui inscrits dans notre droit interne. Diapo suivante. Alors, effectivement, l'article 3, c'est ce que je considère comme étant un peu l'article matriciel de cette convention internationale, puisque c'est ce principe qui pose la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale, ce qui veut dire que, bien évidemment, c'est un principe qui encadre l'ensemble des principes de la convention internationale. Diapo suivante. Alors, ce principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'est-ce que nous pouvons en dire dans notre droit interne? Premier texte qui, effectivement, est intéressant, c'est le texte relatif à l'autorité parentale. Dans mes interventions, il me semble toujours important de pouvoir rappeler, effectivement, ce que dit le Code civil en matière d'autorité parentale, parce qu'on se rend compte que quelquefois, on entend dire il y a un conflit d'intérêts entre les droits des parents et les droits de l'enfant. Si on relit effectivement le Code civil tel qu'il est aujourd'hui, et donc sa dernière réforme de 2002, qui introduit l'ensemble de ces dispositions, on s'aperçoit que finalement, à la lecture, en tout cas certains juristes, et en ce qui me concerne, c'est mon point de vue, mais encore une fois, les points de vue peuvent évidemment être propres à chacun, il me semble qu'on peut considérer que les droits des parents sont finalement ce qu'on appelle des droits fonctionnels, c'est-à-dire des attributs donnés aux parents pour pouvoir leur permettre d'exercer leurs obligations. Et effectivement, cet article 371.1 du Code civil nous précise que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc, vous voyez que déjà ce principe d'intérêt de référence primordial figure dans notre droit interne au titre du Code civil, qui appartient aux parents pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et pour permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Vous voyez dans ce texte déjà des tas de termes que nous allons retrouver au fur et à mesure de notre développement dans le cadre de ce webinaire sur la question des besoins fondamentaux de l'enfant. Depuis juillet 2019, le Code civil a rajouté que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique. Et enfin, autre point, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc, la participation de l'enfant aux décisions qui le concernent est retenue dans l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que je n'avais pas fait figurer dans la première diapositive, mais qui effectivement est le droit à la participation, à l'information et à recueillir le point de vue de l'enfant pour toute situation qui le concerne. Diapo suivante. Ah non, je reste sur cette diapo. Le deuxième texte qui nous intéresse sur l'introduction des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est la loi du 5 mars 2007. La loi du 5 mars 2007, dite loi réformant la protection de l'enfance, donc il s'agit bien de la réforme de cette politique publique, précise dans son article 1 le cadrage du périmètre de cette politique publique, en rappelant que cette politique publique a pour but à la fois de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés, à pouvoir les accompagner lorsque c'est nécessaire pour pouvoir adopter les modalités aux nécessités de ces difficultés. Et enfin, troisièmement, à prendre en charge les enfants lorsque c'est nécessaire à distance de leur milieu familial. On a, pour certains en tout cas, commenté cette loi du 5 mars 2007 parfois comme étant une loi très familialiste, très centrée sur la question des parents et dans lesquelles souvent la place de l'enfant n'était pas reconnue. Alors, j'apporte toujours ce bémol en disant cet article L112.3, ce premier article de la loi du 5 mars 2007, il a été suivi par un deuxième article qui est le L112.4,
qui nous dit l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, et on voit apparaître pour la première fois dans notre droit cette notion de besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toute décision qui le concerne. Et on voit apparaître là véritablement les fondamentaux de la Convention internationale qu'on a vu un petit peu plus tôt, intégrer le code de l'action sociale et des familles et venir tout de suite faire, je ne dirais pas contrepoids, mais complémentarité avec le premier article qui était fondé sur l'exercice de la parentalité et ce deuxième article qui vient nous dire, mais bien entendu, l'exercice de la parentalité doit être en conformité avec les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis le troisième article qui me paraît très important, c'est celui de la loi du 14 mars 2016. Et c'est une façon de répondre aussi à la question nouveau paradigme ou pas nouveau paradigme. Effectivement, cet article L112.3 du Code de l'action sociale et des familles définit à l'article 1 de la loi du 14 mars 2016 qui cette fois-ci s'appelle « Loi relative à la protection de l'enfant », et ce n'est pas par hasard que le législateur est passé de la politique publique de l'enfance à la définition de la protection en ciblant la protection de l'enfant. C'est un article qui va nous montrer que finalement, cette politique publique a vocation à être centrée sur la question de l'enfant, puisque ce premier article de la loi du 14 mars 2016 nous donne véritablement la réponse à la finalité de cette politique publique. Cet article L112.3 est formulé de la façon suivante. Il nous dit « La protection de l'enfance vise, donc il s'agit bien de la finalité de cette politique publique, vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, et on revient sur les besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, dans le respect de ses droits. » Et vous voyez là une espèce de synthèse entre, d'une part, le fait de nous dire que l'objet et le sujet de cette politique publique, c'est bien l'enfant, bien entendu avec son contexte et son environnement, mais c'est bien l'enfant qui est l'objet et le sujet de cette politique publique, la prise en compte de ses besoins, et donc nous allons voir que bien évidemment la question va se poser de savoir mais que recouvre cette notion de besoins fondamentaux, et puis tous les principes de la Convention internationale, la prise en compte de son développement, la prise en compte de sa sécurité, sa moralité, son éducation, et tout ça dans le respect de ses droits. Donc on peut dire aujourd'hui que quelque part, cet article 1 de la loi du 14 mars 2007, elle vient finalement consolider ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une véritable doctrine de politique publique, puisque à la fois nous avons des concepts, des principes, une architecture législative et réglementaire, et bien évidemment derrière une mise en pratique par les professionnels dans l'accompagnement de ces enfants et de ces familles. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on a véritablement une doctrine de cette politique publique. Et enfin, l'article 375 du Code civil, vous savez que c'est l'article qui a vocation à aborder la question de l'assistance éducative, c'est-à-dire l'intervention de la justice au titre de mesures éducatives de protection lorsque c'est nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article 375 a été rajouté en 2004 le fait que le juge pour enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille avec la mesure envisagée, même si cette adhésion n'est pas conditionnelle, mais surtout doit se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Donc, vous voyez que nous avons encore une fois cette notion d'intérêt de l'enfant qui est intégrée dans notre droit interne. Donc, nous avons aujourd'hui un appareil législatif et puis réglementaire, puisque derrière, il y a un certain nombre de décrets d'application pour la mise en effectivité de ces textes législatifs qui, effectivement, vont nous aider à pouvoir articuler à la fois notre droit interne, à la fois les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant et puis cette nouvelle doctrine de politique publique. Donc, une centration sur l'enfant, la prise en compte de son intérêt,
la réponse à ses besoins et la préservation de sa santé, sécurité, moralité, éducation et le respect de ses droits, qui est dans cette dernière partie une mise en cohérence entre le Code de l'action sociale et des familles et le Code civil au titre de l'assistance éducative. Donc, des références théoriques, des références juridiques qui constituent cette doctrine de protection de l'enfance. Alors, effectivement, la parentalité, qu'est-ce que c'est que la parentalité? C'est l'exercice de l'autorité parentale. C'est la façon d'être et de vivre le fait d'être parent. Et là aussi, il me semble qu'en même temps que nous avons évoqué l'article 371.1 du Code civil sur l'autorité parentale, la parentalité, la définition de la parentalité que je vous présente là, c'est celle qui a été produite par le Comité national de soutien à la parentalité en 2012 et qui nous propose de considérer ce que c'est que la parentalité, qui qualifie le lien, encore une fois, entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation au service de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, quand on va commencer à parler tout à l'heure de cette politique publique de protection de l'enfance et qu'on va aller interroger l'exercice de la parentalité, ça veut dire qu'effectivement, c'est cette question que va aborder et que la puissance publique est en droit d'aborder et d'interpeller dans l'espace privé des familles, c'est-à-dire au regard des détenteurs de l'autorité parentale, effectivement, est-ce que cette question d'exercer cette parentalité, elle va se faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant et elle va se faire dans le respect des besoins de l'enfant et dans le respect de ses droits. Alors, qu'est-ce que c'est que la politique de protection de l'enfance aujourd'hui? Vous voyez que historiquement, c'est une politique publique qui a vu le jour dans la fin des années 50, même si on peut considérer que antérieurement à cette politique publique, certains auteurs, je pense à des sociologues comme Jacques Coma, ils considèrent que la politique familiale, finalement, elle commence à la fin du 19e, autour du premier texte législatif qui interpelle la question de la parentalité et qui est celle de la déchéance de la puissance paternelle, qui à l'époque est une décision évidemment radicale dans laquelle finalement la puissance publique va se substituer aux représentants légaux pour prendre en charge les enfants à l'extérieur du domicile familial. C'est une décision radicale et définitive. On a un décret en 1935 qui pose déjà les prémices de l'assistance éducative, puisqu'il s'agit cette fois-ci de l'intervention sous contrôle du juge d'un travailleur social qui a pour vocation d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et là, on voit déjà un saut philosophique, c'est-à-dire qu'après avoir imaginé des dispositions de substitution, on voit là une approche dans laquelle on voit apparaître une espèce de notion d'éducabilité possible de la famille par un accompagnement d'un professionnel et donc une mesure temporaire avec l'idée que finalement c'est peut-être par manque de savoir-faire et que si on accompagne les parents dans ses capacités et ses compétences à mieux savoir faire et à répondre de façon plus adaptée à la situation des mineurs, on arrivera à résoudre la situation et on est déjà dans les prémices de ce qui a été véritablement posé comme système, comme dispositif en 58-59, c'est-à-dire un dispositif dans lequel on a deux politiques publiques, on a une politique sociale qui a vocation, même si elle s'accompagne d'une dimension de protection de l'enfance, une politique sociale qui se fait de façon contractuelle avec les parents, qui sous-entend que les parents, d'une certaine façon, reconnaissent leurs difficultés et donnent leur accord à la possibilité d'une mesure d'accompagnement. Et puis, d'autre part, la politique publique judiciaire d'assistance éducative qui, elle, va intervenir dans les situations de danger réel et patent et en général, souvent dans des situations où on est confronté à des situations dans lesquelles les familles sont souvent dans le déni de leurs difficultés ou en tout cas dans le refus de l'accompagnement de façon contractuelle et où, dans la mesure où effectivement il faut porter atteinte aux droits des parents, eh bien, ce sera une décision de justice qui interviendra. Et puis, on ne va pas reprendre évidemment les autres textes plus récents de 2007, 2016 et évidemment le dernier, la loi Taquet du 7 février 2022,
qui cette fois-ci, comme vous le voyez, s'appelle relative à la protection des enfants, pour bien montrer que finalement, en fait, c'est tous les enfants qui relèvent de la responsabilité, en tout cas, qui interpellent la responsabilité de la puissance publique quant à leur sécurité, leur protection et leur développement. Donc, effectivement, une doctrine aujourd'hui qui va nous faire évoluer dans nos pratiques professionnelles, parce que c'est une doctrine qui va venir nous interpeller dès lors qu'elle prévoit la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant, que la politique publique de protection de l'enfance n'a pas que vocation à protéger, elle va avoir vocation à se préoccuper de l'ensemble des besoins fondamentaux de l'enfant. C'est-à-dire que derrière la question de la protection va se poser la question de la satisfaction de l'ensemble des besoins, c'est-à-dire la question de la scolarité, la question de la santé, la question du handicap, du traitement du handicap, la question du loisir, la question de l'accès à la culture, la question de l'accès à la formation, à l'insertion professionnelle, bref, tout ce qui va permettre à un enfant de pouvoir se construire en vue d'une citoyenneté responsable dans laquelle il pourra être un sujet à part entière, singulier, de l'ensemble de la communauté des hommes et des femmes du secteur géographique dans lequel il se trouve, pour pouvoir être finalement un acteur de la société dans son ensemble. Ça, c'est juste pour vous donner quelques clés, mais vous les aurez dans le cadre du PowerPoint qui sera à votre disposition, vous dire à peu près ce que représentent aujourd'hui les enfants qui sont accompagnés en protection de l'enfance, qu'ils le soient via des mesures dites de milieu ouvert, et vous voyez qu'aujourd'hui, 47% des mesures de milieu ouvert sont prises dans le cadre, sont prises dans le cadre des mesures d'accompagnement. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'enfants qui sont accueillis et qui sont séparés de leur milieu familial. 53% des enfants protégés aujourd'hui sont des enfants qui ne vivent plus dans leur environnement familial, et 47% ont des mesures de milieu ouvert, c'est-à-dire d'accompagnement éducatif au sein de leur famille. Il faut savoir que depuis 4-5 ans, la répartition s'est inversée. Il y a 4-5 ans, il y avait un petit peu plus d'enfants qui étaient plutôt accompagnés dans leur milieu de vie ordinaire que d'enfants qui étaient accueillis à l'extérieur de leur milieu de vie. Et on voit une tendance depuis 4-5 ans, une tendance de tension sur les mesures de placement par rapport aux mesures d'accompagnement en milieu ouvert. Et puis, comme vous le voyez, il y a une proportion en France, on est dans une configuration où le dispositif de protection de l'enfance est très judiciarisé, puisque vous voyez que aussi bien dans les mesures d'accueil à l'extérieur de leur milieu familial que dans les mesures d'accompagnement dans leur milieu familial, les mesures sont très, très majoritairement judiciarisées, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a finalement, même si tout à l'heure on a évoqué la protection sociale avec sa dimension de contractualisation avec les parents, on reste dans des situations où finalement la majorité des mesures sont prises dans le cadre judiciaire, et très peu finalement, vous voyez 20% des placements et 30% des mesures de milieu ouvert sont des mesures qui font l'objet d'une contractualisation, d'un accord entre les familles et le dispositif de protection de l'enfance. Diapo suivante. Alors, la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant, de quoi parle-t-on? C'est du fait de l'intégration de cette notion des besoins fondamentaux dans la loi du 5 mars 2007 que s'est posée la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce que nous entendons par ces besoins fondamentaux? Lors de la préparation de la loi du 14 mars 2016 par la ministre en titre de l'époque, Laurence Rossignol, la question s'est posée effectivement de savoir, mais finalement, qu'est-ce que cette notion regroupe comme concept, sachant que par ailleurs, la France ayant été signataire de la Convention, tous les 5 ans, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies auditionne les États signataires à la Convention internationale des droits de l'enfant pour leur demander quelle est la situation de l'application effective
des principes de la Convention sur leur territoire national. Et il se trouve qu'en janvier 2016, c'était le tour de la France. Et effectivement, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a soulevé un certain nombre de questions, et en particulier la question de cette politique publique, de sa lisibilité, de ses outils, de la formation des professionnels, de l'acculturation des professionnels à des notions partagées. Et effectivement, dans ses recommandations, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, en janvier 2016, donc avant la parution de la loi de mars 2016, avait souligné la question du contenu des formations sur cette question de la politique publique de protection de l'enfance. Donc, c'est tout naturellement que cette notion des besoins étant confirmée par la loi du 14 mars 2016, la ministre a souhaité qu'une démarche de consensus soit élaborée afin qu'on puisse avoir une compréhension exacte de ce que pouvait représenter cette notion des besoins fondamentaux de l'enfant. Et donc, c'est dans ce cadre qu'effectivement, elle m'a mandatée pour conduire une démarche de consensus. Alors, une démarche de consensus, c'est une démarche méthodologique scientifique qui est parfaitement connue dans le secteur du sanitaire et beaucoup moins dans le secteur social, qui consiste dans un premier temps à problématiser, ensuite à disposer d'une revue de littérature internationale pour savoir qu'est-ce qui est dit sur le sujet, et puis ensuite à faire en sorte qu'avec un comité d'experts, eh bien, on auditionne toutes les parties prenantes, on récupère un certain nombre de contributions écrites, et puis ensuite le comité d'experts se met au travail. Et si on parle de consensus, c'est qu'on présuppose qu'il y a des dissensus. Donc, effectivement, il faut identifier tous ces éléments. On met ce comité d'experts au travail, et ensuite le comité d'experts, un peu comme dans certaines autres situations, se réunit en synode fermé et puis réfléchit, construit une réflexion et puis ensuite fait des propositions. D'ailleurs en l'espèce pour lesquelles Madame Rossignol avait souhaité qu'on fasse effectivement, qu'on mette nos propositions à la critique d'une grande journée débat avec un certain nombre de représentants de l'ensemble des parties prenantes pour vérifier si nos hypothèses de travail et si nos propositions étaient en conformité avec les problématiques posées. Donc, effectivement, on a conduit cette démarche, on a constitué un groupe d'experts, on a bien entendu commandité une revue de littérature à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, on a constitué ce groupe d'experts et on a travaillé et on a abouti à un certain nombre de choses, dont en particulier la cartographie des besoins fondamentaux. Alors, voilà ce à quoi nous avons abouti. Nous avons abouti à cette cartographie parce que nous avons souhaité, en tant qu'experts de cette démarche, essayer de produire quelque chose qui permette une appropriation facilitée pour l'ensemble des acteurs, puisque nous avons souhaité dans un premier temps, la demande qui nous était faite, c'était les besoins fondamentaux en protection de l'enfance, et nous avons souhaité dans un premier temps faire la cartographie des besoins fondamentaux universels. Donc cette cartographie qui vous est présentée aujourd'hui, c'est une grille de lecture qui vous permet de vous interroger sur la situation de tout enfant, puisque en fait, cette cartographie des besoins, ce sont les besoins universels qui sont nécessaires à tout enfant, auquel il convient de satisfaire de façon favorable pour permettre à cet enfant, encore une fois, de grandir, de se construire, de devenir une personne dans des conditions qui lui soient favorables. Comme vous pouvez le constater, dans cette cartographie des besoins, il y a un noyau dur central qui est plus foncé, et puis ensuite, il y a 4 besoins qui circulent autour de ce noyau dur. Ce noyau dur central, nous l'avons appelé méta-besoin de sécurité. Méta-besoin, nous avons emprunté ce terme à Karl Lecharité, qui est un sociologue québécois et qui a travaillé sur ces questions de
protection de l'enfance, de politique publique de protection de l'enfance et de développement de l'enfant. Alors, pourquoi méta-besoin de sécurité? C'est comme pour l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que pour nous, ce méta-besoin, s'il est méta, c'est parce qu'il prime sur tous les autres et que si ce méta-besoin de sécurité n'est pas satisfait comme il convient, eh bien, ça va compromettre, bien évidemment, le développement de l'enfant au regard de l'ensemble des autres besoins qui constituent effectivement cette cartographie. Ce méta-besoin de sécurité, comme vous pouvez le constater, il est constitué de 3 étages. Un premier étage qui s'appelle les besoins physiologiques et de santé, c'est-à-dire bien entendu que pour pouvoir parler du développement d'un enfant, encore faut-il que cet enfant vive et survive, donc on réponde à ses besoins physiologiques de santé, qu'il soit nourri, qu'il soit vêtu, qu'il soit dans un environnement de sûreté, qu'on respecte ses rythmes veille-sommeil, qu'on lui donne l'alimentation appropriée, etc., etc. Et puis s'il a des problèmes de santé, bien évidemment, qu'on réponde à ces problèmes de santé en apportant les réponses appropriées. Le deuxième niveau, c'est le besoin de protection. Besoin de protection contre toute forme de violence, et nous avons vu dans la Convention internationale que c'est un droit, besoin de protection contre toute forme de violence, quel qu'en soit l'auteur, quel qu'en soit le contexte, quelle qu'en soit la nature, que ce soit individuel, que ce soit familial, que ce soit groupal, que ce soit étatique, bref, effectivement, quel qu'en soit l'auteur. Ce besoin, il doit être absolument sécurisé pour que, effectivement, l'enfant puisse vivre dans un environnement sécure. Et puis, le troisième besoin, et c'est celui qui nous a beaucoup fait travailler, c'est le besoin affectif et relationnel. Par exemple, nous savons par les travaux qui ont pu être faits après la guerre, les travaux de Bruno Bettelheim, mais bien évidemment d'autres travaux, les travaux de Bowlby, les travaux de Winnicott, nous savons qu'il ne suffit pas d'offrir à un enfant d'être dans un environnement sécur et de répondre à ses besoins physiologiques de santé, mais depuis par exemple les travaux de 1950 de René Spitz, nous savons que le fait de répondre à ses besoins primaires ne suffisent pas. Et vous le savez, il y a eu des travaux qui ont été menés dans des pouponnières sanitaires extrêmement hygiénistes où tous ces critères étaient satisfaits et pour autant, nous avions une mortalité infantile considérable parce que le petit de l'homme a des particularités. Le petit de l'homme est un être social et sociable qui a besoin d'être en relation avec autrui pour se construire. Et donc, ce besoin affectif et relationnel, depuis, encore une fois, les travaux de l'ensemble de ces auteurs, nous savons que cet enfant qui paraît, que pour paraphraser un peu Dolto, eh bien, il va avoir besoin dans un premier temps, il est d'une extrême dépendance à son environnement et il va avoir besoin dans un premier temps que dans son environnement, il trouve un adulte qui se préoccupe de lui et qui effectivement établisse avec lui des relations transactionnelles dans lesquelles l'enfant va pouvoir se construire dans un premier temps dans une relation de sécurité affective et relationnelle. Et c'est grâce à cette construction de sécurité affective et relationnelle que ensuite l'enfant pourra prendre son envol, c'est-à-dire qu'il pourra prendre de la distance par rapport à cet adulte dans laquelle il est dans une relation d'extrême fusion et d'extrême dépendance, pour pouvoir ensuite effectivement aller voir les différents besoins que nous allons prendre maintenant, c'est-à-dire qui n'ont pas de hiérarchie, qui n'ont pas de chronologie. Simplement, nous savons aujourd'hui, maintenant, qu'effectivement, pour se construire, un enfant va avoir besoin de stimulation à la fois sensorielle, motrice, langagière, et que tout ça va être en interaction pour lui permettre petit à petit de grandir et de se constituer. Et même si au début, l'enfant est plutôt un être sensoriel, puis il va être un être plutôt moteur, et enfin un être qui va être dans une capacité de pouvoir effectivement intégrer la mentalisation, l'abstraction et l'accès au langage, et donc un humain, eh bien, nous savons que tout ça, c'est très interdépendant. Et
contrairement à certaines constructions qu'on a pu avoir dans l'histoire sur la représentation du développement de l'enfant par des stades de développement très chronologiques. On sait aujourd'hui que finalement, comme vous le savez sans doute, l'enfant se nourrit de tout et tout va nourrir l'enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation où effectivement, l'ensemble de ces différents champs de développement vont interagir les uns avec les autres. Donc, effectivement, le besoin d'exploration et d'expérience, c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir aller vers l'extérieur, de se construire dans une démarche essai-erreur avec la sécurité d'un adulte près de lui, et que bien évidemment, à chaque expérience vécue, l'enfant pourra éventuellement pousser les limites de cette expérience dans la mesure où effectivement il se sentira dans cet environnement suffisamment sécure. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir développer toutes ses capacités motrices, réflexives, expressives, ludiques, bref, pouvoir encore une fois rentrer dans la complexité de sa construction pour aboutir finalement à quelque chose qui va être son individuation, c'est-à-dire se différencier d'autrui, se percevoir comme un sujet propre, et puis percevoir le monde et percevoir autrui, c'est-à-dire faire la rencontre avec ce qu'on appelle l'altérité. C'est sa capacité d'individuation et de différenciation d'autrui. À 3 heures, le besoin d'un cadre de règles et de limites. Eh bien, parce que dans un premier temps, l'enfant, bien évidemment, a besoin d'être dans un environnement sécure, où effectivement, pour des raisons d'abord de sécurité physique, mais pas que, au fur et à mesure de la complexité de son développement, il va aussi avoir besoin d'intégrer des limites, des interdits, expérimenter les questions relatives à la frustration, et donc, d'une certaine façon, se devoir, en fait, pouvoir réguler ses émotions et ensuite pouvoir s'exprimer au niveau de la frustration par le langage. Et on sait que, par exemple, certains adolescents qui mettent très en difficulté les institutions au moment de l'adolescence, on sait que ce sont souvent des enfants qui, malheureusement, ne disposent pas de cette régulation des émotions parce qu'ils n'ont pas bénéficié de conditions qui leur ont permis d'intégrer cette question des limites et des interdits, qui sont souvent des enfants qui sont dans une relation de continuité avec l'environnement, qui vivent l'environnement comme extrêmement persécutif et qui ne disposent pas de ce que Didier Anzieux, par exemple, appelle le moi-peau, c'est-à-dire cette enveloppe psychique qui fait que je me différencie de l'environnement, je suis un et en même temps, je suis en interaction avec l'environnement. À 6 heures, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la question du besoin d'identité. Je ne vais pas trop détailler, mais effectivement, cette question de pouvoir avoir une conscience de soi-même, de pouvoir se connaître dans ses caractéristiques d'individualité, ma couleur de cheveux, ma couleur de yeux, ma corpulence, mon schéma corporel, mais aussi, bien évidemment, mon histoire, mon intégration possible dans une généalogie d'appartenance. Et ça, ce sont les psychanalystes, bien sûr, des gens comme Bernard Gols, qui nous disent à quel point on a besoin de pouvoir se construire une narrativité. Et cette narrativité, elle s'inscrit dans la possibilité d'une généalogie d'appartenance. Et donc, quelque part, elles vont permettre le sujet de pouvoir s'inscrire dans un passé, penser le passé pour vivre dans le présent et se projeter dans l'avenir. Et là aussi, cette capacité à pouvoir se percevoir comme sujet à part entière, eh bien, c'est une caractéristique qui nous permet de pouvoir nous affilier à des groupes d'appartenance. Alors, dans un premier temps, c'est la famille, ensuite, ça va être l'environnement, ça va être la crèche, ça va être l'école, ça va être les groupes d'appartenance sportifs, culturels, d'engagement de toute nature. Et c'est fondamental, cette capacité d'avoir une conscience de soi et d'avoir pu se constituer une identité propre, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous rentrez dans un groupe d'appartenance que pour autant vous perdez votre identité. Et on sait que certains des enfants qui sont en protection de l'enfance et qui n'ont pas cette conscience d'eux-mêmes vont être des proies faciles, je dirais, pour des affiliations qui seront des affiliations
d'affiliation communautaire dans lequel, évidemment, ce qui se joue, ça n'est pas la capacité dans le groupe d'affiliation de pouvoir être soi-même tout en étant membre d'eux, mais qu'au contraire, ce sont des groupes d'affiliation dans lesquels ce qui joue, c'est le magma indifférencié, et donc où effectivement ce qu'on recherche, ce n'est pas la spécificité et la richesse de ses membres, mais au contraire d'avoir un groupe qui prime sur l'individualité, voire même quelquefois qui absorbe et qui fait qu'il y a même disparité de la prise en compte de l'individualité sujet et qu'au contraire, c'est effectivement le groupe qui fait poids, qui fait masse. Et enfin, à 9 heures, le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi. Le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi, c'est quelque chose qui vous est donné par autrui. C'est le regard des autres qui est porté sur vous et qui fait que vous vous sentez suffisamment, entre guillemets, aimable, pris en considération, ayant des potentialités et donc la capacité pour vous de pouvoir avoir confiance en vous, de pouvoir croire en vous, de pouvoir croire en vos compétences, vos capacités d'apprentissage, vos capacités à être en relation avec les autres et que les autres aient de la considération pour vous, et donc finalement votre capacité de socialisation et d'être en relation avec autrui, ce qui bien évidemment, nous le savons tous, est absolument essentiel à l'existence d'un individu et d'un sujet pour pouvoir, encore une fois, avoir son parcours, à la fois son parcours de vie propre et en même temps de pouvoir être en relation avec autrui. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur le méta-besoin de sécurité, je voudrais juste aborder les spécificités du caregiver. On va regarder la diapo d'après. Pour que cet enfant, effectivement, en matière de sécurité affective et relationnelle, puisse effectivement retrouver dans son environnement les conditions qui lui permettent de se construire, eh bien, on va attendre de l'adulte qui s'occupe de lui, donc nos collègues anglo-saxons le désignent comme caregiver, le donneur de soins, mais avec la notion de soins pris au sens large, bien entendu, eh bien, effectivement, on attend de ce caregiver qu'il puisse remplir des conditions. Et vous voyez là les 5 conditions qui sont attendues du caregiver. Être accessible, c'est-à-dire être effectivement dans une relative proximité pour qu'au moment où l'enfant est dans une situation de stress ou d'angoisse, il puisse trouver une réponse auprès d'un adulte proche. Être disponible, et ce n'est pas simplement la disponibilité physique, mais c'est aussi la disponibilité psychique, c'est-à-dire avoir un adulte qui est en préoccupation de cet enfant-là et qui est disponible pour lui, garantir une stabilité, une continuité, ce qui veut dire qu'effectivement, eh bien, cet adulte, il faut qu'il, et on sait aujourd'hui que, en ce qui concerne la maturité, les neurosciences nous disent aujourd'hui que finalement la construction mentale du sujet, elle nécessite au moins les 5 premières années, même si on est aujourd'hui sur les 1000 premiers jours, il n'empêche que finalement la maturité définitive de la construction du sujet, c'est plutôt 5 ans pour en tout cas la maturité de son cerveau. Et donc effectivement, il faut que la relation avec cet adulte soit stable et continue pour construire cette sécurité interne dont l'enfant a besoin pour pouvoir s'ouvrir au monde. La sensibilité et l'empathie, ça, c'est des qualités qui sont absolument essentielles. La capacité pour l'adulte de pouvoir s'identifier à l'enfant et s'identifier à ses mouvements émotionnels et à pouvoir y répondre de façon appropriée. Et enfin, la fiabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant a besoin d'être dans un environnement où il peut disposer de ce qu'on appelle l'anticipation prédictive, c'est-à-dire lorsqu'il a vécu une situation dans laquelle il a été amené à devoir résoudre cette situation et passer le cap de la situation, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine reproductibilité des situations. Et si effectivement, dans des situations similaires, la réponse de l'environnement peut être extrêmement variable d'un jour à l'autre, extrêmement variable d'un moment à l'autre, eh bien, effectivement, ça ne permet pas à l'enfant de tirer l'expérience sécure de son expérience vécue. Et donc, effectivement, ça peut compromettre son développement. On peut peut-être s'arrêter là pour la première partie. Merci, merci beaucoup, docteur Martin Blacher, pour cette présentation très exhaustive. Voilà, où j'ai retenu 3 points, si j'essaye de la résumer. D'abord, un principe fort qui a été très, très, très structurant
à la fois de la réflexion, mais aussi des éléments politiques et cet intérêt supérieur de l'enfant, la mise en complémentarité de ce principe-là avec le droit, avec les politiques au sens large, alors y compris dans des éléments supranationaux, mais aussi avec la prise en compte des principaux acteurs hein, qui ont un rôle à jouer au plus près de l'enfant et donc de cet intérêt supérieur qui est à rechercher. Et puis, j'ai trouvé aussi, pour illustrer cette évolution des doctrines, très intéressant de regarder les titres que vous avez mis sur les différentes lois qui se sont succédées dans notre contexte culturel qui est la France, depuis la protection de l'enfance à la protection de l'enfant, jusqu'à la protection des enfants. Voilà. Et donc, cette idée qu'on a un glissement vers finalement quelque chose d'universel, même si en Voilà. l'occurrence, vous avez illustré ça à la fois sur des populations spécifiques et des besoins spécifiques, mais de manière générale aussi pour justement ce qui permet la satisfaction des besoins des enfants. Donc, merci beaucoup hein, pour cette présentation-là. Ça amène ça, mais vous l'avez dit également, mais ça va nous permettre de faire le lien avec la deuxième question, d'un point de vue des professionnels, de convoquer dans une vision très écosystémique, hein, on a parlé de glissement de paradigme depuis les travaux piagétiens des stades du développement jusqu'à la manière dont ces ensembles-là sont en interaction. Et on convoque là aussi les travaux de Bronfenbrenner, voilà, qui nous permettent bien d'illustrer ces dimensions-là. Et donc, ça appelle ça, lorsqu'on considère les différents environnements en interaction, à convoquer aussi la question du social, des acteurs du social, du médico-social, de l'éducatif, du sanitaire, qui vont pouvoir œuvrer et faire en sorte qu'il puisse y avoir une prise en compte globale pour permettre cette satisfaction des besoins universels. Je vais les qualifier comme ça, si vous me le permettez. Docteur Martin Blacher, ça nous emmène à la deuxième question structurante de ce webinaire. Comment cette nouvelle approche par les BFE, par les besoins fondamentaux de l'enfant, s'est-elle trouvée intégrée dans les politiques, si tel est le cas, et les pratiques des professionnels? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de ce qu'est, une fois qu'on est passé par l'histoire, par ce contexte, par cette évolution sémantique, où on en est où au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on va peut-être passer vite sur voilà, le constat qu'on a fait, peut-être la diapo d'avant, peut-être quand même. Qu'est-ce que tout ça apporte à l'enfant? Si on peut repasser sur la diapo, voilà, hein, sur le fait que finalement, on va s'apercevoir qu'effectivement, si on tient compte de tout ce qu'on a dit sur la cartographie des besoins, effectivement, c'est la construction du sujet vraiment qui est en cause dans cette approche. Diapo suivante. Alors effectivement, du côté de la protection de l'enfance peut-être, mais vous allez voir que on peut aborder la question par la protection de l'enfance, mais en fait, on va retrouver les autres politiques publiques, bien entendu, dans la mesure où finalement la politique publique de protection de l'enfance aujourd'hui, à partir du moment où elle est amenée, encore une fois, à rentrer par la porte des besoins fondamentaux, elle pose obligatoirement la question de son articulation avec les autres politiques publiques, c'est-à-dire effectivement la question de la politique de l'éducation, la politique de la santé, la politique du médico-social et puis toutes les autres politiques publiques, la culture, le loisir, l'insertion, la formation, l'accès à l'emploi, le logement, puisque finalement, ces jeunes qui passent par le dispositif de protection de l'enfance, à un moment donné, bien entendu, ils en sortent, et que le travail des acteurs de la politique publique, ça va être de les préparer à leur donner les conditions qui leur permettront, encore une fois, de pouvoir avoir une citoyenneté dans laquelle ils puissent trouver les ressources pour pouvoir s'intégrer et avoir un parcours de vie comme n'importe quel autre personne de la société. Or, on se rend compte, quand on va regarder un peu du côté de la protection de l'enfance, on se rend compte que finalement, ce qui va mettre ces enfants et ces jeunes en difficulté, souvent, c'est qu'ils n'ont pas trouvé dans leur environnement familial les capacités de pouvoir répondre, encore une fois,
satisfaction de leurs besoins, pour des raisons qui peuvent être multiples, qui sont liées à la question des contextes de vulnérabilité comme c'est présenté là dans la diapositive, ce qui veut dire qu'on va venir interroger la question des politiques sociales prises au sens large, hein, la lutte contre la pauvreté, la question de l'accompagnement, le secteur de la prévention autour du soutien à la parentalité, la question du côté du sanitaire, la démarche, en tout cas les propositions qui nous ont été faites par le rapport 1000 jours qui a été présidé par Cyrulnik et qui nous fait des propositions sur l'anténatal, le périnatal, le postnatal précoce. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on va dire, et quand on reprend aujourd'hui toutes ces politiques publiques, on voit que de plus en plus, ces politiques publiques mettent au centre la question des besoins fondamentaux de l'enfant. C'est pour ça que cette question des besoins fondamentaux aujourd'hui, elle est une question universelle, elle est une question qui peut se décliner du côté de la prévention, du côté de la protection, du côté du sanitaire, du côté du médico-social. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé que elle devait pouvoir être appropriée par l'ensemble des acteurs, quel que soit leur secteur d'appartenance, parce que ça permet d'avoir au moins des références culturelles partagées, un langage commun partagé, et peut-être de favoriser ce qui aujourd'hui est incontournable, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs de ces politiques publiques se parlent, il faut qu'ils se comprennent, et il faut qu'ils construisent ensemble effectivement des actions d'intervention, des modes d'intervention qui prennent en considération l'ensemble des acteurs pour que on ne soit pas dans des situations où finalement, de façon très sectorielle, on parle de politique publique en silo, les politiques ne se parlent pas suffisamment, et puis ensuite, chacun dans son domaine élabore, hein, aujourd'hui, tout le monde élabore des plans d'action avec des terminologies qui peuvent être variables, ça peut être le projet pour l'enfant, ça peut être le plan de compensation, ça peut être effectivement le projet individuel de prise en charge, etc., mais qu'aujourd'hui, en tout cas, on fasse en sorte que dans ces différents domaines, même si, encore une fois, chacun sa spécificité, sa compétence, il n'en reste pas moins que se pose vraiment la question de la congruence et de la complémentarité de la conduite des projets d'intervention pour que si on part de l'idée que c'est bien l'enfant qui est au centre, si on part de l'idée que c'est bien la satisfaction de ses besoins qui doit être notre préoccupation principale et qui légitime à la limite nos interventions aux uns et aux autres, eh bien ça veut dire qu'on a un partage commun de grilles de lecture qui nous permettent de pouvoir les uns et les autres faire en sorte d'apporter chacun sa pierre à l'édifice de l'accompagnement, mais de faire en sorte que chacun apporte quelque chose qui soit une plus-value, une complémentarité, et non pas peut-être quelque chose qui peut s'inscrire dans des univers qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Alors, effectivement, du côté de la politique publique de protection de l'enfance, ça a amené à devoir s'outiller pour pouvoir prendre en considération à la fois les spécificités du secteur de la protection de l'enfance, mais pas que. Aller regarder aussi l'ensemble des dimensions de l'enfant et de prendre en compte ce que nos collègues appellent finalement une approche holistique de la situation de l'enfant, c'est-à-dire prendre l'enfant dans sa globalité et aller regarder dans tous les champs qui concourent à l'accompagner. Quand on va regarder du côté de la protection de l'enfance, on voit que si on va regarder du côté des parents, les parents ont des histoires particulières, les parents ont des environnements contextuels qui peuvent favoriser des difficultés à exercer leur parentalité, mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup de parents qui ont aussi des difficultés à répondre à ce qu'on attend du caregiver, du donneur de soins, de l'adulte qui a en responsabilité l'accompagnement éducatif de l'enfant, avec effectivement, quand on décline les différents critères attendus de ce donneur de soins, eh bien, effectivement, des entraves qui peuvent évidemment, bien sûr, s'expliquer par la trajectoire de vie de ses parents, mais qui, en tout état de cause, de toute façon, entrave la réponse appropriée aux besoins. Diapo suivante.
quand on va regarder du côté de ces enfants, ben, effectivement, j'ai envie de dire quelque part, la politique publique de protection de l'enfance, elle s'interroge. On a vu tout à l'heure le coût financier que représente cette politique publique, le nombre d'enfants que ça concerne, et évidemment, on est amené à se poser des questions sur sa pertinence quand on regarde aussi l'impact que ces enfants développent du fait des contextes délétères dans lesquels ils peuvent être exposés. Quand on regarde ces conséquences sur la question des situations de non-protection dans laquelle ils ont été et où ils ont pu vivre des situations de maltraitance ou négligence, on se rend compte, par exemple, aujourd'hui, que c'est très sous-estimé parce qu'il y a des travaux qui ont été menés, je pense aux travaux d'Isabelle Fréchon, par exemple, qui a pu démontrer que finalement, lorsque ces enfants sont accueillis en protection de l'enfance ou accompagnés en milieu ouvert, on s'aperçoit que souvent dans les situations dans les rapports de situation et d'évaluation de ces situations, il n'y a pas obligatoirement, n'apparaît pas obligatoirement la notion de maltraitance ou négligence. Et puis, dès lors que l'enfant est accompagné ou pris en charge, on a des révélations secondaires et on découvre que finalement, en fait, il y a des situations dans lesquelles les enfants sont exposés, mais qui n'ont pas été identifiées comme telles, par exemple, au moment où ces enfants ont été conduits à rentrer dans ce dispositif. De même, on trouve des enfants avec des problématiques de troubles de l'attachement bien supérieures à la population tout venant, avec des taux de prévalence qui, comme vous le voyez, hein, la population tout venant, la population, les études qu'on a sur le taux de prévalence des troubles de l'attachement dans la population générale, c'est autour de 10%. Et là, on va trouver une population où les troubles de l'attachement vont être retrouvés quand on le cherche, quand on les cherche, ces troubles de l'attachement, dans presque la moitié des cas. Et puis, on va se rendre compte, là aussi, lorsqu'on le cherche, des problématiques de stress post-traumatique et des problématiques de handicap. Alors, ça a des incidences à partir du moment où effectivement on retrouve ces taux de prévalence parce que ça pose la question de est-ce que voilà, est-ce qu'on a tous les moyens qu'il faut pour faire en sorte que lorsque l'enfant rentre dans le dispositif de protection de l'enfance, on fait les diagnostics appropriés, on recherche ces indicateurs qui sont, encore une fois, aujourd'hui tout à fait surreprésentés dans cette population. Diapo suivante. On voit aussi des problématiques de santé mentale et qui sont retrouvées dans un certain nombre d'études qui ont pu être conduites. Je pense aux travaux en particulier, mais pas que, de Guillaume Bronsard, mais il y a eu d'autres études qui ont été conduites et qui sont citées dans notre rapport, qui montrent qu'effectivement, on a là aussi une surreprésentation de problématiques en santé mentale. On a une surreprésentation non seulement des troubles psychiques de ces jeunes, mais on va voir diapo suivante. Une surreprésentation de suivi en service de pédopsychiatrie, mais surtout une surreprésentation de médicalisation de ces enfants. Je crois qu'aujourd'hui, ça interroge effectivement des questions d'articulation avec la pédopsychiatrie, même si on sait aujourd'hui la situation de détresse dans laquelle se trouve la situation de la pédopsychiatrie, mais il est clair qu'aujourd'hui, il doit y avoir des croisements d'échanges entre la question de la pédopsychiatrie et le secteur de la protection de l'enfance, et peut-être là aussi pouvoir réfléchir collectivement sur les modalités, les moyens et les articulations entre ces politiques publiques. Alors, la conclusion de tout ça, ça a conduit en protection de l'enfance, et c'était une question qui nous était posée dans la commande qui nous était passée, c'était de dire est-ce que finalement il y a la possibilité de pouvoir penser une approche évaluative des situations des enfants pour que finalement on s'alerte suffisamment tôt et on puisse répondre aux situations dans lesquelles les enfants pourraient être en difficulté au regard de l'insatisfaction de leurs besoins et donc éventuellement de la compromission de leur développement.
Et effectivement, nous avons à ce moment-là répondu la nécessité de pouvoir disposer effectivement d'un outil d'évaluation sur une base triangulée, c'est-à-dire déjà dans la loi du 5 mars 2007, effectivement, il était déjà prévu la possibilité de faire en sorte d'appréhender les situations en tenant en compte trois axes fondamentaux qui sont d'une part un axe qui concerne l'enfance, son développement, ses besoins, ses droits, son intérêt supérieur et puis évidemment l'état de son développement, et puis un axe qui concerne évidemment les représentants légaux ou en tout cas ceux qui éduquent l'enfant et aller regarder du côté à la fois des capacités et de leurs compétences. Sachant qu'en ce qui nous concerne, nous les francophones, on fait la différence entre capacité et compétences. Hein. Sur les capacités, on est plus sur des éléments structurels, alors que sur les compétences, on est plus sur les savoir-faire. Sur les capacités, on est plutôt sur le savoir-être. Donc, effectivement, aller regarder du côté de l'environnement des adultes qui s'occupent de l'enfant, de leurs capacités et leurs compétences à pouvoir être en adéquation avec les exigences du développement de l'enfant, et puis prendre en compte évidemment l'environnement et les réseaux de sociabilité pour aller regarder s'il y a des ressources dans l'environnement qui sont activables. La loi du 7 février 2022, aujourd'hui, nous y oblige, hein, puisque finalement, aujourd'hui, la préoccupation, c'est le premier article de cette loi du 7 février 2022, c'est de dire, voyons déjà dans l'environnement familial, dans la famille élargie, dans le réseau de proximité de l'enfant, s'il y a des adultes qui ont une préoccupation pour lui et qui sont susceptibles de pouvoir accompagner cet enfant avant d'imaginer effectivement des orientations institutionnelles, ce qui pose tout un tas de questions sur la place de chacun, les postures de chacun et les contributions de chacun, mais en tout cas qui viennent interroger les politiques familiales, les politiques sociales. Et puis, surtout, entrer dans une démarche de participation et de co-construction en impliquant la question de la place de l'enfant, la place des familles, la place des acteurs, et d'essayer toujours, donc, quand c'est possible, bien évidemment, de pouvoir élaborer un projet d'accompagnement dans lequel, évidemment, on prendra en compte la centration sur l'enfant et puis les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, effectivement, quelque part, tout cela remet un curseur un peu à un autre endroit, qui est la centration sur l'enfant, donc sur les pratiques professionnelles. Ça vient vraiment interroger la question de la formation des professionnels, de leurs outils, de leur grille d'analyse, et quelque part, avec cette interpellation de la co-construction et de l'expression des parties prenantes, parents comme enfants, puisque, encore une fois, on le dit, l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit que l'enfant puisse émettre, donner son avis sur toute décision qui le concerne. Ça veut dire aussi la question du travail avec et l'accompagnement des parents, et ça veut dire aussi la question du recueil de la parole de l'enfant, de l'accompagnement de l'enfant, avec la nécessité de disposer de savoir-faire, de pratiques, d'outils et de formation. Alors, après vous avoir exposé tout ça, vous dire que quand même, qu'est-ce qu'on peut dire de l'efficience de cette politique publique? On n'a pas aujourd'hui suffisamment de travaux et d'études, je pense à des études en particulier macroéconomiques et de retour sur investissement qui serait quand même important à avoir dans cette politique publique. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on dispose quand même d'un certain nombre, peu, mais ça se développe et c'est tant mieux. On a de plus en plus de travaux qui se font pour essayer d'appréhender la question du devenir à l'âge adulte, hein, de ce public, et qui a bénéficié de mesures d'accompagnement. Et très souvent, on a chez les professionnels qui, évidemment, le passage en protection de l'enfance, c'est un passage, hein, ce n'est pas un public captif.
on n'a pas toujours le feedback du devenir à moyen terme, à court terme, moyen terme et long terme, mais en tout cas, les travaux dont on dispose aujourd'hui sont quand même très convergents et nous disent que finalement, sur ce public qui est accompagné, nous avons un public qui, pour 2 tiers d'entre lui, est un public qui bénéficie d'une insertion sociale, professionnelle, conjugale, parentale, tout à fait satisfaisante. Un tiers avec qu'on peut considérer comme bénéficiant d'ascenseur social et accédant à des niveaux de scolarité, de formation et d'insertion euh, sur les critères INSEE qui sont très au-delà de leur milieu d'origine. Un tiers qui relève de la population, qui relève et qui répond aux critères de l'insertion de la population générale tout venant. Et puis, effectivement, nous avons un tiers de ce public dont le parcours va être un parcours difficile, avec des problématiques à la fois qui peuvent les amener à être dans la grande exclusion, dans les patientèles de services de psychiatrie, dans la confrontation à l'ordre judiciaire pour des problèmes de transgression. Bref, effectivement, un public dont on entend souvent parler, hein, qu'on retrouve dans la grande errance, dans les CHRS, etc., et qui sont souvent, quand on regarde un peu l'origine de ce public, on découvre que c'est un public qui souvent est rentré très tardivement dans le système de protection de l'enfance et avec des parcours de rupture nombreuses qui fait qu'effectivement ces personnes ont eu malheureusement des expositions à des expériences de vie très, très difficiles et donc effectivement non évidemment les conséquences et les stigmates. Mais c'est pour là aussi relativiser la question de la représentation que chacun peut avoir, que ce soit les professionnels du secteur eux-mêmes ou que ce soit la société civile, sur le fait que quand même, une très grande partie de ce public est un public qui finalement va trouver tout à fait sa place dans la société commune. Merci beaucoup, Madame, pour les réponses à cette deuxième question. Si je synthétise les éléments qui me semblent intéressants, c'est cette feuille de route que vous donnez finalement à voir et que je vais résumer de la manière suivante en reprenant un proverbe africain, si vous me le permettez. Me semble-t-il que c'est africain. Il faut tout un village pour élever un enfant, que je traduis par il faut tout un village pour satisfaire les besoins fondamentaux d'un enfant. Et en particulier, hein, vous avez pointé les leviers que constituent la formation de ces professionnels et le travail intersectoriel qui est aussi un défi, un challenge sans doute encore au jour d'aujourd'hui. Je vous propose de passer au temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez vous saisir de l'onglet questions et réponses. Nous avons eu une première question qui concernait l'évaluation, mais la dernière diapo y a permis d'y répondre hein, avec ce que vous avez souligné sur des études longitudinales en fait à mener et qui reste sans doute à mener. Hein. On a une autre question, donc je vous la livre. Comment le méta-besoin de sécurité s'est-il imposé dans le schéma des BFE? Est-ce que le besoin de relation à l'autre ne constituerait-il pas aussi un méta-besoin dès la naissance de l'enfant? Vous pouvez me redire parce que Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment le méta-besoin de sécurité s'est-il imposé dans le schéma des BFE, les besoins fondamentaux de l'enfant, que vous nous avez présenté? Est-ce que le besoin de relation à l'autre ne constituerait-il pas aussi un méta-besoin dès la naissance de l'enfant? Oui, mais bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que le petit de l'homme était un être social et sociable, c'est-à-dire qu'effectivement, dès sa naissance, il a besoin d'être en interaction avec autrui. Cet autrui, habituellement, ce sont évidemment ses parents, mais ça peut être un suppléant, ça peut être effectivement la puéricultrice de la pouponnière, ça peut être voilà, un éducateur dans une institution.
Mais effectivement, si l'enfant n'a pas de relation avec une altérité, nous savons, et encore une fois, je parlais tout à l'heure des travaux de René Spitz dans les années 50 sur les pouponnières sanitaires, nous savons qu'effectivement, la simple réponse à ses besoins physiologiques et de santé et de protection ne vont pas lui permettre obligatoirement de survivre parce qu'il a un besoin existentiel de survie à être en relation avec autrui. Donc, effectivement, très, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que finalement, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur cette question de sa nécessité à être en relation affective et relationnelle avec un autre. Et puis après, ce sera évidemment les prémices de ces relations sociales avec autrui, lorsque évidemment l'enfant sera devenu un adulte et qu'il aura besoin, bien entendu, de s'intégrer et de se réaliser dans sa relation aussi avec autrui. Merci, merci beaucoup. Une autre question qui est en lien avec l'évaluation, là, pour le coup, en tout cas les travaux qui sont disponibles, hein. Y a-t-il une corrélation entre la précocité de la prise en charge en protection de l'enfance et le bénéfice retrouvé dans la vie du futur adulte? Alors, on ne peut pas établir une linéarité absolue parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que, au travers d'un certain nombre d'études rétrospectives qui ont pu être conduites dans certains établissements ou services, ou dans certains placements familiaux, ou dans certains villages SOS, hein, ce sont différents dispositifs qui ont pu faire des études sur le devenir à l'âge adulte des anciens. On se rend compte que finalement, il y a quand même des éléments aujourd'hui qui semblent de façon cumulative être des éléments favorables. C'est bien sûr l'intervention précoce, mais au-delà de l'intervention précoce, c'est la réponse qui est apportée qui doit être suffisamment durable pour apporter les éléments de stabilité dont on a parlé tout à l'heure, continuité et stabilité, et qui font que finalement, par exemple, on sait que des enfants qui sont accueillis précocement en famille d'accueil, qui ne changent pas de famille d'accueil, qui restent dans cette famille d'accueil jusqu'à leurs 18 ans, voire 21 ans dans le cadre de contrats jeunes majeurs, et qui évidemment s'intègrent bien dans cette famille d'accueil et pour lesquels les choses se passent favorablement, et bien évidemment s'en sortiront mieux que des enfants qui effectivement auront eu, et là je vous renvoie à un travail qui a été dont je vous donnerai les coordonnées, qui a été réalisé concernant les parcours de vie des enfants, et qui est un travail qui a été fait en Normandie, et où on voit, il y a une espèce de typologie des parcours, donc il y a 4 types de parcours, et ensuite on voit les trajectoires en fonction des différents parcours, et effectivement, la situation la plus favorable, c'est celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire que intervention précoce, durable dans la durée et qui se déroule favorablement en termes de transactions relationnelles affectives de l'enfant avec son lieu d'accueil. Évidemment, ça, c'est très favorable. Et puis, au contraire, des jeunes qui rentrent à 14 ans, après avoir été éventuellement bénéficié de mesures d'intervention en milieu ouvert, avec des placements, des déplacements, des replacements, etc. Donc, finalement, des trajectoires extrêmement chaotiques, où là, ils rentrent tardivement, ils vont avoir énormément de mal à s'inscrire dans une durabilité. On va être confronté à des problématiques de mise en échec et de rupture et de changement d'environnement. Et ça, c'est le plus mauvais scénario qui puisse être donné. Et on sait que ces parcours-là, c'est ceux qu'on va voir justement dans ce qu'on a vu tout à l'heure, de ceux qui vont être dans la cohorte, de ceux qui sont dans l'exclusion, parce qu'effectivement, ils n'auront pas pu trouver suffisamment tôt, ils auront continué à être exposés à un environnement délétère, et en plus ils auront créé des conditions de difficulté qui seront beaucoup plus structurelles et qui seront beaucoup plus difficiles à traiter que des enfants qui évidemment auront été pris beaucoup plus précocement dans leur parcours de vie.
Merci beaucoup, je suis désolé, je vais frustrer tout le monde parce que les questions tombent, mais on arrive au bout du temps qui nous était imparti parce que je crois qu'il y a un autre webinaire organisé derrière, donc il va falloir qu'on laisse la solution technique. Je pense quand bien même que la réflexion est nourrie hein, avec votre intervention. Merci beaucoup, Madame Martin-Blaché, pour cette expertise et puis cette vision très exhaustive de cette problématique-là ou de cette thématique-là, je ne sais pas s'il y a des problématiques. Vous pourrez retrouver toutes les ressources du webinaire, hein, puisqu'ils sont partagés sur la page dédiée du site de la chaire UNESCO Éducation et Santé. Et puis, je vais me permettre d'annoncer le prochain webinaire, le troisième webinaire de la série, qui aura lieu le 4 mai à 13 h et qui aura pour thème les perturbateurs endocriniens. Donc, on ira visiter ce coup-là la question de l'environnement. Sur ce webinaire interviendra le professeur Laurent Storm du CHU de Lille et Yves Lévy, qui est membre de la commission spécialisée risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. Merci beaucoup une fois de plus, docteur Martin Merci à vous. Blachier. Merci beaucoup au public qui nous a accompagnés. Merci beaucoup, Catherine, pour avoir assuré la logistique. Nous vous disons à très, très bientôt pour la suite de ce webinaire passionnant consacré à la question des 1000 premiers jours. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée.